our President, Mr. Anil Karimjee, members of the National Council, the CEO of Business Mauritius, Mr. Kevin Ramkelawan, members of Business Mauritius and our friends from the press, ladies and gentlemen, good afternoon and welcome to Business Mauritius's annual general meeting. I'm Verna Pillay, I'm Head of Communications at Business Mauritius, and I'll be your host this afternoon. This year, we've done things a little differently. For those of you who come every year, you will have noticed we've switched things up a little bit. Some new colors, we have some new designs, we have a different venue, and this time, before we move to the main business of our AGM, we also have a special segment prepared for you. One of the very first things my CEO said to me when I stepped into this role almost 3 years ago was this. Ici, à Business Mauritius, on ne dit pas secteur privé, on dit la communauté des affaires. And the distinction is subtle, yes, but it is vital. Un secteur privé, ça reste privé, voire privatif. Mais la communauté, elle est vouée au partage, à l'ouverture, à la fédération. The notion is simple, but it's timeless, the notion that we are better together. 10 years ago, at the creation of Business Mauritius, the objective was just this, to come together, federate the voices of the business community in all its diversity, bring together various competencies, their visions, their strategies, so that the combined strength of the whole would become something as yet unmatched. Ladies and gentlemen, we've prepared a few things today to mark this very special occasion for us all at Business Mauritius, and I know our team is very excited to get to share them all, but first, it is my absolute honor to invite my dear President, Mr. Anil Karimjee, to the stage for the President's report. Merci, Verna. Vice President of Business Mauritius, the Council members and Presidents of Commissions, the CEO of Business Mauritius, members of the business community, partners, colleagues, friends. As Verna mentioned, this AGM also marks the 10th anniversary of Business Mauritius. I'd like to therefore start to take this opportunity to recognize, on behalf of the Council and on my own behalf, all the past presidents of Business Mauritius, Arnaud, Cédric, Vida, Jean-Pierre, who are here and who have all made a mark on this institution, this great institution, which has been instrumental in transforming our country. And as we recognize the past presidents, we can also only honor Haj, who was at the MCCI, led, or should I say incarnated the JC for many, many years, and who then became the first CEO of Business Mauritius. Raj, you have also played a more than significant part in shaping our country. Thank you. After 10 years, the vision which started with the merging of Mauritius Employers Federation and the Joint Economic Council in 2015 continues to guide us. We stand on the shoulders of those who believed in unity, coherence, and the value of speaking with one voice, a voice that reflects the strength, diversity, commitment of our communauté d'affaires. It was written private sector. I listen, Verna. On a more personal note, as I reflect over the last couple of years, I'm immensely proud of what Business Mauritius has achieved as a strong and unified group of people. Later, Kevin will certainly develop on the various achievements.
but I would like to share some more personal perspectives. For those of you who were here last year, you will certainly know that this personal view has been deeply marked by the salary relativity discussions held with the past government. And what started as structured and positive discussions with the Ministry of Labour and PMO at the end of 2023 broke down during the middle of 2024. Business Mauritius undoubtedly faced one of its fiercest challenges with the imposition of salary relativity increases across the board without regard for existing institutions, laws, and practices. Despite being aware that the actions were beyond their powers and therefore illegal, the politicians still went ahead, ramming the increases for their only narrow political reasons. These are indeed strong words, but having lived through these events personally, I have no doubt in my mind that they're an accurate reflection. Our conviction was that the implementation was illegal. We initiated a judicial review, and we were vindicated in our legal endeavors. And I'm glad that BM worked and is working with the new government to ensure that the laws and frameworks are respected. Yes, we did lose the battle of salary increases, which were imposed unjustly. But let me be clear, BM and the Communauté d'Affaires are not against higher salaries. We and our members have demonstrated this often. But salaries and remunerations are one of the cornerstones of labor relations, the very foundation of our competitiveness, and higher salaries must be an objective, but they should be decided in line with the development of our human capital, through greater value creation, a stronger labor market framework, and within laws and practices. It cannot be imposed for political reasons. Regardless, we still weathered the storm, maintained our values, and stood our ground for what we believed in. And this is exactly the standard Business Mauritius must safeguard and carry forward. It must set the right example and be recognized as the outstanding organization that it has been and it is of the Communauté d'Affaires. It must uphold its reputation for its vision, policies, and ideas, for its ability to unite and connect, and above all, for the quality of its people. There is a great and dedicated small team working alongside partner organizations, members, and stakeholders of Business Mauritius. And they work also with the public sector. And I want to take a moment to recognize and celebrate them for the efforts, the achievements, and also for what is yet to come. I have no doubt that this team, supported by the next president, the next vice president, and the council, and led by Kevin, will grow, evolve, and will, with the partner organizations, members, and other stakeholders, help transform yet again our country, override the challenges, and embrace the opportunities. As I wind down, I'd like to share some other reflections with you, one other reflection. We have over the last decades made great strides, socially and economically. Our life expectancy is better than it was 30 years ago. We built homes with greater comfort. We built great industries, local manufacturing, hospitality, financial services, and telecommunications, which can benchmark with the best in the world. Yet, as we stand today, can we say that we are making progress? The education system is not what it was years ago. Drugs are taking a toll on our society. Institutions are weaker than ever. Our infrastructure is not what it used to be.
we're facing major challenges at the port and with electricity generation. Shortages that we've never had before. And these are the bedrock of our economic development. We are losing national and industry competitiveness compared to our peers. In this context, I'd like to share a few endeavors which I believe would enable us to once again transform our country. And this requires us to make bold changes. The first set I'd like to address relates to social capital, education and EI. We need to focus on the education of our children while leveraging the countless possibilities of AI and also technology. Mauritius is just developing its first national strategy on AI. But Singapore, with the participation of Business Mauritius, but Singapore has already developed one in 2019 and a second one in 2023. Education is perhaps the first and most important investment. And a well-educated child and young adults have the power to create opportunities and value for themselves and the country. We cannot deny any child their right to opportunities. Eradicating drugs, we have no choice but to put in every possible means and effort to eradicate drugs from our society and communities. The rise of drug use among our society poses a serious threat to our education system, the prevalence of law, and to the future of our country. And every day we see examples of this, or every night or every morning we see examples of this. Thirdly, as regards social capital, we need to put in the required efforts to increase the participation of women in all fields and across all levels. We must also continue to give undivided attention to the issue of gender-based violence and ensure safe workplaces for women, thus optimizing the impact on the journey forward. The second set of endeavors covers the economic sphere. Firstly, enhancing connectivity, whether through air routes to maximize business connectivity or tourist arrivals. I still cannot understand how between India and Australia, we have no international airlines serving us, and only a couple of flights to Kuala Lumpur, I think, a week. And we yet want to be the hub of the Indian Ocean. Air routes. Connectivity, whether by addressing port transformation and port efficiency. And over here, I'd like to recognize the work done by Mehul and his team on this. Or connectivity through digital ecosystems and digital connectivity, linking us to the world. We need to manage climate adaptation, especially our resources, energy, water, and the coast through coastal erosion. And more importantly, we need to ensure that Mauritius is open to investors, to talents, to skill, and to labor. These are all areas which, if properly harnessed, can reinforce the country's competitiveness, reduce cost, and increase attractiveness. But what I truly believe would shift the paradigm lies in the mindset and governance. On this subject, I'm personally deeply influenced by Singapore, and I would like to share some final thoughts. We need to be relentless about meritocracy, hiring the right candidates based entirely on the talent and skills. It sends a powerful signal of a just society. It opens up opportunities to all Mauritians, but more importantly, hopefully also helps to retain our young people and reduce brain drain. We must end the fight against corruption. Leading by example is essential, because corruption has the power to destroy. I believe we should be drastic. We must be less ideological and more focused on values. Civic values, values of stewardship, safeguarding our environment for the next generation, values of discipline and hard work, of fairness, of openness, amongst others. We as leaders must focus on values of leadership. Business Mauritius is at the heart of all these points I've mentioned above and more.
And this is why I'm convinced that this institution can play a crucial role in the transformation of our country. I have no doubt that the new president, the vice president, the council, the BM team and partner members will craft their own roadmap and lead the way in taking the country to a whole new level. As I conclude these 2 years of service as president of this remarkable organization and prepare to welcome the next chapter under new leadership, I would wish to express my deepest gratitude to some people who have been instrumental throughout this mandate. Firstly, to the immediate past President Jean-Pierre, my Vice President Arno, the National Council members, all the partner members, thank you for the steady support throughout this term. To Kevin, our CEO, I'm deeply grateful for the partnership we have forged, professional and personal, which allowed to carry us this mandate with success. And finally, but not least, to the team at Business Mauritius, Pradeep and others. Thank you for your support, commitment and dedication, and your belief in our shared mission. You should be very proud of yourselves. As immediate past president, I will continue to support all of you as much as I can. It has been an honor to serve. Thank you and God bless. Thank you, Anil. On behalf of the teams, can I just say what an honor it has been to be guided by you for the past 2 years. In preparing for this anniversary, we talked to some of the guardians of our institutional history. Mr. Raj Makun, the first CEO of BM, gave us precious guidance from the very onset. It was a real privilege to get from the horse's mouth, as it were, those first-hand experiences that we did not have any access to. I'd also like to thank the CEO, Mr. Pradeep Darsan, for the trip down memory lane, the many trips down memory lane he's taken us, and our past presidents, who have each shared their individual stories for our annual report, and reading them now, it really reads like a living history for Business Mauritius. This year, we put together a little video that speaks to our identity, 10 years of our history, but also where we're headed. Si on est prêt à la régie, please enjoy. In 2025, Business Mauritius, the apex body of the business community, turns 10. A decade of constructive dialogue and building a conducive business environment for all. A mission rooted in the merger in 2015 of two established forces, the Mauritius Employers Federation and the Joint Economic Council, to create Business Mauritius. Over the past decade, the association has carried the unified voice of the business community, building on the MEF and the JEC's rich legacy to further cement Mauritius' status as a diversified, dynamic, resilient, sustainable and inclusive economy. Business Mauritius is in a unique position to advocate the perspective of the business community on national matters. Our 9 partner members represent the 5 pillar sectors, as well as commerce, industry and construction. Our 1,200 plus members are also from all sectors of the economy. Our collective actions enable Business Mauritius to engage constructively with the public sector, with the ultimate objective of advancing national interests. In 2019, Business Mauritius' National Business Roadmap identified 4 priority areas: an enhanced management of our scarce natural resources, the development of Mauritian human capital, the strengthening of governance for smart regulations, and addressing our country's environmental vulnerabilities. The National Business Roadmap was a comprehensive blueprint that lifted constraints and gave a new impetus to the business community. The mandate was clear: anticipate fundamental socio-economic paradigm shifts and pave the way for the society of tomorrow.
To bolster national economic development, Business Mauritius has consistently engaged the government on regulatory, social and industrial challenges faced by its members. Our role at the Economic Commission is to craft and recommend macroeconomic strategies aimed at unlocking the country's potential. This is why we are always listening to our members, keeping them appraised on new policies and legislation, and making recommendations to the authorities when needed. While diverging views are natural, collaboration remains central through regular public-private dialogue. In social capital, Business Mauritius has actively been empowering the Mauritian workforce, aligning the workplace with international norms. By ensuring enterprises are people-focused, inclusive and gender equal, we're helping to build the skilled workforce of tomorrow. For business without people is meaningless. Nous sommes à un tournant socio-économique majeur, où de nouvelles relations employeurs-employés plus équilibrées représentent un atout essentiel pour des modèles d'affaires performants. Notre travail est crucial pour réinventer la culture d'entreprise et le développement du capital humain, ainsi que pour renforcer les relations industrielles. 2021 saw the launch of the Code of People Practices, marking Business Mauritius' commitment to shifting the focus to people. Business Mauritius also conducted the National Employee Engagement Survey in 2023, and in 2025 launched a toolkit on gender-based violence to better empower businesses faced with this pressing issue. In addition to skills-driven capacity building, Business Mauritius also actively provides precious industrial relations guidance. This enhances existing HR capabilities in enterprises and often provides a lifeline to companies without the adequate in-house HR structure. Moreover, as a small island developing state, Mauritius continues to tackle environmental and inequality challenges head-on. In that sense, our work in the areas of sustainability and inclusive growth constitutes our promise to future generations. Notre mission est de démontrer comment, ensemble, la communauté des affaires peut être une force au service du bien, en venant favoriser un environnement propice qui soutient l'action collective et des résultats durables à long terme. Nous voulons prouver que le triple bilan People, Planet, Prosperity est vraiment atteignable. With the presentation of its Signatia Pact in 2020, the Commission has been instrumental in instilling this paradigm shift within businesses, thanks to 5 bold focus areas: energy transition, biodiversity protection, vibrant communities, inclusive development, and circular economy. Business Mauritius has also partnered with DFIs such as the AFD, the UNDP, and the EU to reinforce the country's resilience and capacity to mitigate and adapt to climate change. As we celebrate 10 years of Business Mauritius and honor its many milestones, we look forward to continuing to co-create the business environment Mauritius deserves. At Business Mauritius, our vision is simple: shape policies that keep us competitive, help develop a talented and engaged workforce, build a sustainable and inclusive society, and finally, embrace innovation and the creation of new ecosystems, including those powered by AI. Business Mauritius stands ready to stay ahead of the change for the betterment of the country. "10 years, one unified voice for the good of all." And for those of you who've been trying to access our website lately, you will have seen that it's under construction. Among the number of things that we've done to relaunch a little bit of our new colors, we've also redone the website, and we have a very short video to show you for the launch of our new website, which is happening now.
arrivons à présent à un moment assez unique, car ceux que je vais inviter à présent me joindre n'ont jamais été réunis, tous les 5 sur une seule scène. Ces personnes ont tour à tour écrit les 10 chapitres de l'histoire de Business Mauritius. J'avoue que quand nous avons partagé l'idée de rassembler les anciens présidents de BR autour d'une même table, ça semblait un peu farfelu. Ils ne seraient pas tous dispo, ils auraient certainement autre chose à faire avec leur emploi du temps surchargé. Et pourtant, chacun des anciens présidents à qui j'ai demandé de rejoindre ce panel a immédiatement dit oui. Et ça en dit long sur la valeur même de notre mission, sur l'engagement pris par ceux qui s'y sont consacrés. Once you're BM for life. Alors d'abord, pour modérer ce panel, j'ai l'honneur d'inviter notre vice-président, M. Arnaud Largès, sur scène. Et sans plus tarder, j'ai l'honneur et le privilège d'appeler M. Arnaud Dallet, M. Cédric Spivy, M. Lydia Monaghan, M. Jean-Pierre Dallet, M. Agnès Karimji, sur scène. Vous m'entendez? Oui, ça va. Bon alors, d'abord c'est un honneur d'avoir les 5 présidents de Business Mauritius réunis. Donc merci messieurs d'être là tous aujourd'hui. Je suis aussi également très honoré de pouvoir modérer ce panel pendant quelques moments. Et je sais que comme nous avons un agenda relativement chargé, donc, je vais tout de suite débuter. Alors je vais commencer par Arnaud. Mais avant ça, je voudrais juste peut-être rapidement retracer le parcours d'Arnaud pendant sa vice-présidence à Business Mauritius, donc de 2015 à 2017. Donc sous sa présidence, Business Mauritius a vu le jour, comme vous l'avez compris, à travers la fusion donc, du Joint Economic Council et de la MEF. Cette initiative a permis de doter le secteur privé d'une voie unifiée et structurée dans un contexte économique et politique marqué par de nombreux changements. Ce mandat fondateur a jeté les bases de l'identité et du rôle de Business Mauritius en tant qu'interlocuteur incontournable des autorités et partenaire du développement national. Donc Arnaud, peut-être une question. Voilà, donc avec le recul de ces 10 ans, comment est-ce que tu vois cette fusion aujourd'hui, après 10 ans, et quels sont les résultats? D'abord, j'aurais voulu remercier Business Mauritius pour cette invitation. Bon, ça me touche beaucoup parce que ça faisait très longtemps que je n'ai pas vu certains d'entre vous avec qui j'ai collaboré pendant pas mal de temps. Donc c'est un grand honneur et un grand plaisir d'être présent ici. Donc c'est moi qui commence en premier, apparemment c'est toujours le plus petit qui mangeait au premier. Et donc ce que je voulais, peut-être pour répondre à ta question, dire qu'il faut remonter un petit peu dans le passé, parce qu'à l'époque, à l'île Maurice, dans la communauté des affaires, il y avait beaucoup d'associations sectorielles et 2 associations multisectorielles. C'est-à-dire que au-delà de la Chambre d'agriculture, de la Chambre de commerce, à l'époque c'était la MEFSA, maintenant c'est la MEXA, la RIM, etc., enfin j'en passe, il y avait la MEF et la JEC qui étaient tous les 2 multisectoriels, donc qui couvraient tous les secteurs de l'économie et des affaires privées. Donc il a fallu changer ça. Ça a été un long travail. Et je dois dire qu'il y a eu un énorme travail fait par Raj Makoul lui-même, en tant que directeur de la JEC à l'époque, avec qui j'avais déjà travaillé, vu que j'étais moi-même président de la JEC en 99-2000 et 2020. Et ce travail a été fait grâce à la collaboration des présidents de l'époque, des 3 associations principales, qui étaient donc la JEC, qui était présidée par Ahmed Bakar,
la Chambre de commerce et d'industrie qui était présidée à l'époque par Hélène Échevin, et la MEF qui était présidée par Vincent Darifat. Donc, je dois dire qu'il y a eu un gros travail. Ça n'a pas été facile au début, mais comme tous les succès et tous les bons résultats arrivent toujours un peu dans la douleur, mais ça s'est fait finalement. Et là, on m'a demandé de venir présider cette nouvelle association qui était Business Mauritius, qui était donc la fusion de la MEF dans la JEC. Nous avons pensé à l'époque qu'il fallait avoir une approche peut-être un petit peu différente de celle qu'on avait toujours eue. J'ai l'impression que dans la communauté des affaires et dans les associations qui existaient à l'époque, sectorielles ou multisectorielles, c'était souvent des phases de réaction. Je vois qu'il faut être une phase. Je ne pense pas que c'est productif qu'une phase de réaction. Il faut aussi être une phase de proposition. Et ça a été pour moi un élément extrêmement important dans les fondations de Business Mauritius. Et c'est pour ça que j'ai proposé au premier comité que nous avons eu à l'époque de créer 3 commissions, de façon à pouvoir soutenir le comité exécutif de Business Mauritius, son chairman, son vice-chairman et son directeur, bien sûr, pour pouvoir agir et être présent vis-à-vis des autorités gouvernementales, vis-à-vis du public mauricien, vis-à-vis de tous les Mauriciens, vis-à-vis des membres aussi, pour arriver avec des propositions. Donc ces 3 comités, j'étais heureux de voir qu'ils continuent à être très actifs et à porter ses fruits. Donc le premier comité, c'était le comité économique, qui était présidé à l'époque par Gilbert Niani. Ensuite, il y avait le comité sur le capital social, qui était présidé par Patrice Legris. Et finalement, le comité sur l'intégration, sur l'intégration et la durabilité, présidé par Philippe. Et je suis content de voir qu'il est toujours le président de ce comité. Bravo, je crois que ça mérite un grand applaudissement. Et ma première étape, c'était de contacter ces trois présidents, qui, je dois dire, ont tout de suite accepté. Et ça nous a beaucoup facilité les choses dans cette première année. Donc mes 2 premières années, mes 2 années, moi, c'était beaucoup plus des années de jeter les bases, d'installer Business Mauritius. J'ai eu un plaisir énorme de travailler avec Ranch. D'ailleurs, on est toujours bien amis et on se parle toujours. Ça a été un moment d'expérience extraordinaire. Et je crois que dans tout ça, il faut toujours avoir les moyens d'exposer ses idées et d'être proactif dans la démarche et de garder un dialogue constructif permanent entre la communauté des affaires et le gouvernement, les autorités. Arnaud, merci pour ce partage et encore une fois félicitations pour avoir marqué donc l'histoire de la communauté des affaires avec cette fusion. On passe à Cédric, qui lui a été donc président de 2017 à 2019. Et donc ce passage de témoin entre un dirigeant expérimenté et un jeune CEO, toujours, a marqué une nouvelle étape dans l'histoire de Business Mauritius. Cette présidence s'est déroulée dans un contexte de réformes économiques et sociales, mais aussi de débats nationaux sur des sujets institutionnels comme la réforme électorale. Cédric a imprimé sa marque en mettant l'accent sur la transparence et la bonne gouvernance, plaidant notamment pour un encadrement plus rigoureux du financement politique. Il a rappelé l'importance des standards clairs et équitables, alignés sur des principes de responsabilité et d'accountability auxquels les entreprises sont soumises. Donc Cédric, ma question est assez simple. Quel rôle Business Mauritius peut-elle encore jouer pour promouvoir plus de transparence et de responsabilité dans le financement des politiques? Eh bien, si je connaissais la question, je ne sais pas si je serais venu. Merci Arnaud, ravi d'être là. Et donc oui, j'ai eu la chance en 2017, la chance et l'honneur de succéder à Arnaud, monument de la communauté des affaires, non sans pression évidemment à l'époque. Alors, comme vous savez, ça a été dit dans plusieurs films, etc. Le PM est né de la fusion de JEC et MEF, donc les bases étaient là, les bases étaient jetées, c'était solide.
et surtout avec Raj, Pradeep, Madame Farla, Diraj et bien d'autres, la mémoire institutionnelle était préservée et les choses étaient déjà bien existantes. Ceci dit, moi j'arrivais, jeune CEO, jeune loup, et il fallait bien commencer à bosser sur certains sujets. Donc, pour essayer de résumer, il y avait peut-être deux transitions importantes pour moi au niveau de Business Mauritius. La première, c'était effectivement une transition humaine, parce que Raj préparait sa retraite. Après, je pense, plus de 25 ans à la tête des institutions, y compris du JEC, et Kevin, lui, qui arrivant du Board of Investment, avec pas mal d'énergie, bien motivé. Et je dois dire, avec le recul, 10 ans plus tard, je pense qu'on peut dire que cette transition a été non seulement bien faite, mais aussi que le résultat est top, et merci Kevin pour ça. Raj, à l'époque, avait évidemment non seulement une envie de transmettre, et il l'a bien fait, mais aussi certainement à cœur l'avenir de Business Mauritius. Donc ça a été fait dans les règles de l'art sans aucun problème. Alors je ne vais pas revenir sur le National Business Roadmap parce qu'on en parle, on a parlé des 3 commissions, etc. Mais c'est vrai qu'on a voulu, dès les débuts de Business Mauritius, avoir vraiment une structure qui permette un dialogue proactif et pas que réactif avec les autorités, avec nos membres, et aussi trouver une manière de finalement s'appuyer sur notre plus grande force qui est notre membership. Aujourd'hui, tu l'as dit, Arnaud, et Arnaud aussi l'a répété, il y a Philippe, il y avait Gilbert, Social Capitalist et Patrice Legris, et aussi dans les entreprises de nos membres, beaucoup de compétences, d'expertise, d'expérience, et l'existence de ces 3 commissions a finalement permis de s'appuyer vraiment avec force sur notre membership, et ça a été je crois, un tournant important pour Business Mauritius. L'existence aussi de ces 3 commissions et du National Business Roadmap a permis d'avoir des propositions cohérentes, crédibles, structurées, avec un cap, une vision claire, une trajectoire claire. Et c'est vrai qu'en particulier, quand on parle de consultation budgétaire, de propositions, etc., d'avoir ce cap clair était hyper valable. Je reviens maintenant à ta question, parce que oui, ça c'était la réponse que j'avais préparée. Maintenant ta question, effectivement, tu es pas politique. Je crois que, enfin pour ceux qui me connaissent, et heureusement que je ne suis pas le seul à Maurice, mais la question de la gouvernance, de la méritocratie, Annie en a parlé tout à l'heure, de la façon de faire les choses, d'être vraiment droit dans nos bottes et regarder l'avenir avec la bonne gouvernance. Ceux qui me connaissent savent que ça a été un cheval de bataille, en tout cas là de ma présidence, et donc on a monté un comité, un sous-comité du board par rapport à la question du financement des partis politiques, avec l'idée de contribuer, de mettre un peu de pression, mais aussi de contribuer autant que possible à la législation à venir sur le sujet. Beaucoup de discussions, je ne crois pas qu'on puisse dire que ça a été un moment perdu, parce qu'il y a eu beaucoup de discussions, beaucoup de propositions concrètes, beaucoup de réflexions. D'ailleurs, merci à tous ceux qui étaient membres du comité. Malheureusement, c'est un sujet extrêmement important, mais très sensible, et donc rien n'a abouti. Je crois que c'est un sujet d'actualité et qu'il faut qu'on remette vraiment toute la phase de Business Mauritius derrière ce comité pour refaire des propositions et pour qu'on arrive à des conclusions importantes. Ce qu'on n'avait pas dit, c'est qu'il y a un minuteur qui met la question. Oui, il me reste 20 secondes. Et l'autre sujet pendant la présidence, qui ne fait pas partie de ta question, mais qui est important, et qui je crois reste aussi vraiment d'actualité pour Business Mauritius, c'est qu'il faut qu'on s'assure d'être vraiment le plus... Encore, c'est pas le départ, on peut aller plus loin, le plus inclusif possible, et vraiment le maillage au niveau de l'économie locale, pour des questions de résilience de notre économie, mais aussi d'équilibre social, le maillage entre les PME et les grandes entreprises. Il faut vraiment qu'on s'assure. Il y a Business Link, il y a d'autres initiatives. Il faut vraiment qu'on s'assure d'aller encore plus loin dans ce sujet-là. Cédric, merci. Merci. Donc, je note qu'il y a donc un sujet toujours d'actualité qui est ce financement des partis politiques que tu laisses donc au futur président venir et au futur candidat. Je ne sais pas qui est le président, on verra. Merci. Lydia donc, a pris la présidence de 2019 à 2021.
En regardant un petit peu les événements sur ces 10 dernières années, je me dis que si j'avais à ne pas choisir une présidence, c'est bien celle-là. Puisque c'est une période extrêmement difficile, marquée par des crises inédites. Pandémie, la Covid-19 a bouleversé donc l'économie avec la fermeture des frontières et l'arrêt brutal de secteurs clés comme le tourisme et l'industrie manufacturière. Dans ce contexte, donc, Business Mauritius a joué un rôle central de négociation avec l'État pour la préservation des emplois et soutenir les entreprises, notamment à travers le MIC. La campagne de vaccination a permis de relancer le tourisme dès mi-2021, tandis que certaines industries, comme les manufacturiers, se sont adaptées en diversifiant leur production et se tournant vers des pays d'Afrique, et notamment l'Afrique du Sud. Cette période, parce que évidemment que quand un problème arrive, il n'arrive pas tout seul, a aussi été marquée par d'autres défis. Le naufrage du MW Wakashio, l'inclusion puis le retrait de Maurice sur la liste grise du GAFI, la mise en place de la contribution sociale généralisée et l'introduction d'un salaire minimum au-dessus de 10 000 roupies a également marqué un tournant dans notre économie. Donc Vidia, tu as survécu. Et ma question donc est celle-ci. Donc quelles leçons essentielles on en tire pour notamment gérer ces crises et être force de proposition dans ces moments difficiles? Merci Arnaud, bonjour à tous. C'est vraiment un grand plaisir de faire partie de ce panel. Donc j'étais neveu de Cédric, ne sachant pas qu'est-ce qui va arriver dans quelques mois. Donc comme tu l'as dit Arnaud, dans les 2 ans que j'étais président, on a eu les pires chocs que le pays a connus. Ça nous a appris beaucoup de choses. Ça aussi nous a montré la fragilité de notre écosystème. Donc il y a pas mal de leçons, et j'ai listé quelques-unes. Je dirais que la première leçon, c'est que la résilience se construit avec la collaboration et par l'unité. Et j'ai vu ça pendant la crise de Covid-19. Et même la marée noire de Wakashio a mis en évidence la puissance de l'action coordonnée, que ce soit secteur communauté des affaires et le gouvernement et la population en général. Je pense que ce sont des leçons très importantes à ne pas oublier. La deuxième chose, c'est l'adaptabilité est une nécessité stratégique. On devait s'adapter, que ce soit avec l'impact que ça a eu sur le tourisme, les supply chains, le marché du travail, ainsi de suite. On avait besoin de l'agilité, de réagir rapidement. Et certaines entreprises, heureusement, ont pu pivoter rapidement en adoptant des outils numériques, en changeant la façon de travailler avec le télétravail et cherchant des supply chains alternatifs, etc. se sont mieux positionnés pour résister et se relever pendant cette crise. Et j'espère que ces leçons ne seront pas oubliées. Troisième chose qui vient en tête, c'est la durabilité doit être au cœur de la stratégie d'entreprise. Les catastrophes environnementales, comme celle de Wakashio, ont souligné l'interdépendance entre les entreprises et l'environnement. Donc une croissance à long terme est impossible sans une gestion responsable de l'environnement et une approche proactive des risques. Quatrième point, c'est le gouvernement, la gouvernance et la transparence sont non négociables. Le placement sur la liste grise du GAFI et le litige concernant la CSG ont renforcé l'importance de l'intégrité institutionnelle. Donc une bonne gouvernance, la conformité financière et une collaboration transparente des politiques sont essentielles pour maintenir la confiance des investisseurs ainsi que la société. Le rôle de l'entreprise dans la société évolue. Les attentes envers les entreprises dépassent désormais le simple profit et la création d'emplois. Elles doivent contribuer à la protection sociale, la santé environnementale et un leadership éthique. Sixième point que j'ai mis, c'est que les alliances régionales, pendant mon mandat aussi, on a signé un accord avec MEDEF International pour relancer le partenariat entre les pays francophones.
Je pense que ça aussi, ça permet d'élargir les horizons économiques. Je pense qu'il faut faire plus. Le renforcement de la coopération régionale entre pays francophones et autres, et en créant des nouveaux marchés. Et puis dernièrement, j'ai mis que la crise a été et peut être un catalyseur de changement positif. Donc chaque défi force à la réflexion, à l'innovation, à la réforme, de l'accélération, de la numérisation qu'on a vu dans très peu de temps, à l'intégration des principes ESG aussi. Les entreprises sont sorties de ces épreuves plus prêtes pour l'avenir et plus conscientes de leurs responsabilités sociales. Donc, je termine par cette phrase: Never let a good crisis go to waste. C'est vrai, merci Lydia. Et effectivement, c'est une belle leçon qu'on tire. Merci. Alors, tu avais à ce moment-là comme vice-président Jean-Pierre, et avec tous les problèmes durant ton mandat, on aurait pu penser qu'il avait quitté le bateau. Mais enfin, Jean-Pierre, comme vous le savez, est un navigateur au long cours, et donc a tenu la barre et a pris donc la présidence de 21 à 23. Et donc son mandat a coïncidé avec cette période de réouverture progressive après la pandémie. Et l'un des défis majeurs a été l'inscription de Maurice sur la liste écarlate de la France, principal marché touristique, avant un retrait rapide qui a permis la reprise donc, des arrivées. Au-delà de la réouverture, les entreprises ont dû composer avec un environnement marqué par une augmentation des charges et contributions sociales, une dépréciation accélérée de la roupie qui a pesé sur les importations et une attractivité boursière affaiblie. Dans ce contexte, Business Mauritius a continué à plaider pour des conditions favorables à la compétitivité et à l'investissement. Donc Jean-Pierre, ma question est donc de quel rôle Business Mauritius peut-elle jouer pour soutenir l'attractivité de la place financière et boursière de Maurice dans un contexte de pression économique et de coûts accrus? Merci Arnaud. D'abord, j'aurais voulu commencer par remercier l'équipe de Business Mauritius qui fait vraiment un travail fantastique sous le leadership de Kevin, mais vraiment toute l'équipe. On sous-estime souvent ce qui est fait sur le terrain, et je peux vous dire que pendant ma présidence, ça a été vraiment remarquable. Et je suis sûr que tous les présidents ont vécu cette expérience, sont entièrement d'accord, que ce soit sous Raj comme sous Kevin. L'équipe a fait un boulot superbe. Donc bravo pour ces 10 ans d'existence à Business Mauritius. Alors, j'aurais voulu aussi féliciter Anil, qui a très bien pris la présidence et a géré effectivement, comme tu l'as dit, cette situation difficile, notamment par rapport au coût des entreprises. En ce qui me concerne, ça a été, avec Lydia, qui a aussi fait un travail remarquable, vraiment du terre à terre, je dirais, parce qu'il fallait qu'on débloque une situation de dialogue au départ avec l'État, parce qu'on était quand même, avec le gouvernement, on était dans une difficulté, je dirais, d'arriver à trouver un dialogue structuré, de pouvoir mettre les choses en place de manière organisée, et que derrière on puisse implémenter ce qui a été discuté dans les réunions que nous avions. Donc, moi, mon souvenir, c'est que la priorité, vraiment, a été le dialogue avec le gouvernement. Sans cela, on ne peut absolument rien faire. Déjà, le dialogue, c'est une première étape, mais ensuite, l'implémentation, s'il n'y a pas un framework, les réunions, l'équipe qui travaille sur le terrain avec les fonctionnaires, on n'avance absolument pas. Donc, on a pu, quelque part, avec Lydia, faire avancer les choses. Et ça a toujours été quand même, je dirais, une impatience de notre part qu'on ne puisse pas parler de manière plus facile et plus constructive avec le gouvernement. Bon, les choses se sont au fur et à mesure, je dirais, décantées. Alors, moi, j'ai eu la chance de pouvoir co-présider avec le ministre du Tourisme à l'époque, le vice-premier ministre, Deputy Prime Minister, le comité d'ouverture, qui était donc pour reconnecter Maurice, relancer le secteur touristique, mais toute l'ouverture finalement sur laquelle l'économie du pays dépendait entièrement. Donc ça a été une expérience enrichissante, je dirais qu'on a beaucoup appris de cela.
Et à peine ouvert, on a eu justement l'épisode que tu mentionnais, Arnaud, de la Scarlet Blocus quelque part, où donc les frontières ont été fermées juste après. Donc, et là, comme aussi sur les années précédentes, je dirais ce qui m'a frappé, c'est que l'entente au sein du secteur privé, le fait de vraiment avoir une collaboration entre toutes les entreprises, tout le monde a mis la main à la pâte pour trouver une solution, et que cette collaboration interne à la communauté des affaires fait vraiment la différence. Donc, moi, si j'ai un message à passer, c'est qu'il faut vraiment être solidaire. Mais ça ne sert à rien de se tirer dans les pattes, on est souvent dans les environnements compétitifs, et ça, c'est naturel. Mais une collaboration peut vraiment faire une grande différence. Donc, je crois que ça, c'est la base vraiment pour faire évoluer les choses. Et ensuite, bon, nous étions dans un environnement compliqué. Je crois que au niveau de la fiscalité, particulièrement, les choses sont plus dures pour nos entreprises parce que bon, on dépend des actionnaires et qu'on a vu quand même un changement important récemment. Donc, d'arriver à établir un level playing field où on favorise le développement des entreprises, comme tu l'as dit Cédric, des petites et des grandes, pour attirer des investisseurs dans notre pays, je pense, est fondamental. Donc, qu'on puisse avoir une certaine constance dans le dialogue pour arriver à ses fins, à nos fins par rapport à ça, c'est fondamental. Donc, voilà, en quelques mots, j'espère à un autre l'occasion de te féliciter plus tard. Merci Jean-Pierre, et donc tout cela donc, devrait permettre de rendre effectivement Maurice plus attractif pour les investisseurs. Anil, last but not least, président en exercice. Son mandat donc actuel s'inscrit dans une période de transition politique et économique. L'arrivée d'un nouveau gouvernement a été suivie de mesures ayant un impact direct sur les entreprises, notamment l'introduction d'un 14e mois et l'annonce d'un budget orienté vers l'austérité. Parallèlement, des réformes de la pension universelle sont évoquées, suscitant des débats et la soutenabilité financière à long terme. Dans ce contexte, Business Mauritius poursuit son rôle d'interlocuteur privilégié du secteur privé en mettant l'accent sur la compétitivité de Maurice, l'attractivité pour les investisseurs et la nécessité d'un dialogue constructif autour des grandes réformes économiques et sociales énoncées. Donc, Anil, dans quelle mesure la stabilité politique et la prévisibilité des politiques publiques contribuent-elles à renforcer la confiance des investisseurs et des acteurs économiques? Arnaud, merci. Président, encore pour 20 minutes. Stabilité politique. Mais avant ça, je retournais à ce que Jean-Pierre dit. Scarlet. Moi, je me souviens de ça, Jean-Pierre. J'ai reçu un SMS de toi et c'était écarlate. Et je me suis dit, mais c'est quoi ce mot? So I learned a new word. Et tu as très très bien dit, c'était la collaboration. Et Maurice, dans une semaine, a fait le gouvernement français changer d'avis. Et je trouve ça incroyable qu'un petit pays comme nous, dans une semaine, on peut faire ça. Comme tu as très bien dit, on travaille ensemble. Pour la stabilité politique, je commençais par le présent, non? Je crois que le 14e mois, on savait. C'était one-off, c'était politique. Mais je crois que le choc, c'était le budget. Qui a surpris en 3 termes, sur 3 niveaux. Un, sur le côté fiscalité, fair share contribution et d'autres. Sur le unintended consequences or intended consequences, sur l'attractivité vis-à-vis des étrangers et l'ouverture. Et troisièmement, the certainty of schemes and policies. Et je crois que ce mix des trois était un cocktail explosif. Et toujours un cocktail explosif parce que ça affecte le FDI, les étrangers, les talents,
ça affecte le coût du business et ça affecte le long terme et l'envie d'investir. Alors ça affecte tous les trois en même temps. Et on dit ça, c'était dans un environnement où il y avait un changement de système de pension qui nous a fait travailler, je crois, dans une période où les politiciens n'étaient pas très focus parce qu'ils avaient ce problème de pension sur la tête. Et là, je dois dire, c'est qu'il faut reconnaître qu'ils ont pris un problème national, ils ont mis sur la tête. C'est un problème que nous, on demandait, c'est une question, on demandait la résolution. Alors, mais c'était bien pour nous, mais en même temps, comme on dit en anglais, it clouded the environment and didn't make it easy. Le budget est fini, on a eu des changements. Je crois qu'on a eu certaines avancées. On a eu certaines avancées sur les perception sur les sensitive policies vis-à-vis des smart cities and the grandfathering, because certain things on fiscality. En attractiveness, on a eu des choses, mais pas beaucoup. Je crois que ça montre que même le nouveau gouvernement, quand ça vient, il a des difficultés à se retrouver. Et on doit continuellement leur parler. Et on doit toujours être prêt, je crois, pour des mauvaises surprises. Je crois qu'en ce moment, ça commence à aller mieux, la communication. Et je crois qu'on doit renforcer ça. Parce que ça, on a eu une expérience mauvaise, et je crois qu'en communiquant plus, on peut changer et avoir d'autres expériences beaucoup plus positives. Mais c'est ça le problème, et je crois qu'une des mesures que Kevin avait mentionnées avant les élections, c'est qu'on doit aussi travailler avec le gouvernement, c'est que sur certains changements, ça ne doit pas être fait avec les élections. On a, je crois, le côté salaire et le PRP, on a d'autres choses. Il faut qu'on essaie de faire ça à des mi-mandats ou au commencement des mandats. Alors, c'est une chose, ça n'a pas été facile, mais je crois qu'on s'est sorti très bien. La communication, rester calme, accepter d'entendre des choses des politiciens, accepter de les entendre une deuxième fois, une troisième fois, jusqu'à qu'ils nous écoutent, et puis on a une communication. Et j'espère qu'on ne passe pas à travers ça encore et qu'on a beaucoup plus de stabilité pour qu'on puisse construire un pays pour tout le monde. Parce que pour finir, pour moi, ce cocktail qui a affecté l'investissement, l'openness et les coûts en même temps, it's a bit like hitting all the factors and stopping everything in its tracks. Merci Arnaud. Ali, merci, et some very wise lessons to keep. Alors, je pense qu'on a encore 1 minute par président, donc merci. Peut-être, Arnaud, un mot de conclusion en 1 minute sur ces 10 ans, et comment est-ce que tu vois l'avenir, mais en 1 minute. En 1 minute. Non, ce que je peux dire peut-être rapidement, c'est je pense que le succès de l'île Maurice sur une base économique est dû essentiellement à un dialogue constant qui a toujours eu lieu entre les autorités gouvernementales et la communauté des affaires. Et ça, pour moi, c'est indispensable. C'est-à-dire que si on n'arrive pas à conserver un dialogue, il est toujours très difficile de faire avancer les choses. Donc, je parlais tout à l'heure de force de réaction par opposition à force de proposition. Je crois qu'il faut rester dans ce mode de proposition. Je sais que le secteur privé, la communauté des affaires ou les institutions, quelquefois, ont été critiquées parce qu'on ne réagissait pas assez fort contre certaines mesures, mais en même temps, pour ceux qui jouent aux cartes, lorsque vous jouez aux cartes, vous avez des atouts dans votre main, et si vous mettez tous vos atouts sur la table le même jour, vous avez perdu la partie. Donc je crois qu'il faut savoir garder ses atouts, être prêt, et lorsque le moment est venu, quelquefois il faut réagir, c'est vrai, mais on ne réagit que lorsque les propositions qui ont été faites ne passent plus, qu'il n'y a plus de volonté de coopérer. Donc je crois que c'est bien important de garder ce dialogue, quoi qu'il en coûte. Merci Arnaud. Donc Cédric, tu réagis comment dans cette partie de poker? Non, je vais répéter ce qu'Arnaud a dit. En fait, je crois que la relation, et peu importe les tensions, peu importe les choses qui se passent, les attaques personnelles,
les coups bas. Il ne faut jamais laisser l'élastique se casser. Le jour où c'est rompu, on a beaucoup de problèmes. Ça implique de faire le dos rond quelquefois, de laisser passer et de reconstruire ensuite. Mais je pense qu'on a vu depuis 30 ans, 40 ans, 50 ans, je ne sais pas combien, on reste constant au niveau de Joint Economic Council, Business Mauritius, dans les choses dans lesquelles on croit. On reste constant. Il y a une tempête qui passe, on se met en retrait. Rien faire pour casser l'élastique, ne pas overreact et faire que la relation continue. Je crois que c'est l'essentiel. Merci. Lydia, est-ce que tu partages cet avis? Donc, toi qui as effectivement été dans un mandat où il y a eu pas mal de problèmes. Énormément. Hein. Moi, j'ai travaillé toute ma carrière pour des entreprises étrangères. Donc, pour moi, c'était une big new experience travailler avec Maurice et le gouvernement qui n'a pas été facile du tout quand même. Mais je pense qu'aujourd'hui, quand je vois ce que Business Mauritius a fait avec l'aide des anciens présidents, je pense qu'aujourd'hui, on est un catalyseur très important. Je pense que dans les derniers 10 ans, on est monté en force. Mais une petite suggestion que j'ai, c'est de move from a reactive advocacy to a provocative thought leadership to reshape the future. C'est-à-dire, souvent, dans mon expérience, on était toujours en train de catch up. Le gouvernement annonce une bombe, et puis on essaye de résoudre le problème. Let's go before them et essayer de reshape the future avant même qu'ils ont le temps de créer des problèmes. Merci Lydia. Jean-Pierre? Pour rebondir dessus, enfin, moi j'ai toujours rêvé, parce que j'ai eu quand même la chance de faire mes parties à une époque maintenant bien lointaine, d'un comité de réflexion stratégique pour le pays. Et je pense que si on arrivait avec le gouvernement à vraiment définir ce que nous voulons pour l'île Maurice de 2030 et qu'on balise bien tous les KPI, ça serait fantastique parce qu'à chaque fois qu'on mettrait quelque chose en place, on aurait vraiment de quoi s'appuyer. Donc mon rêve, et je sais que beaucoup d'entre vous ont entendu ça souvent, mais c'est qu'on arrive à développer un plan national stratégique avec l'État et que derrière on place à l'exécution. Donc je sais que c'est pas facile, mais rien n'est impossible. Et je crois que le pays a vraiment besoin de ça en ce moment. Merci Jean-Pierre, c'est effectivement une suggestion on en avait parlé à plusieurs reprises et c'est pas évident effectivement de pouvoir amener toutes ces forces autour de cette réflexion stratégique, mais on va en tout cas au niveau du council essayer. Anil, mot de la fin. Merci Arnaud. Je crois que nous on a eu une période beaucoup plus facile que peut-être le futur aura. Je ne sais pas si mais le futur ce sera plus difficile. Pour la simplement chose que je crois qu'on parle beaucoup avec le gouvernement, on doit être proactif. Je crois que c'est une idée de stratégie très très importante parce que ça rejoint ce que vous avez. On a tous eu la proactivité and the policy vision. En même temps, je crois qu'il y a un changement. Et c'est le social media, la population et la société. Aujourd'hui, ils sont beaucoup plus impliqués. Et quelque part, je crois qu'il faut faire attention qu'on ne perd pas la bataille vis-à-vis eux. Il y a la bataille. Aujourd'hui, c'est très facile de dire développement égale bétonnage égale la destruction de l'environnement. Alors, même quand on lance un projet, on est déjà perdant. In the minds of the people. Même chose pour les étrangers. Et je crois que this aspect of how do we deal with society is going to be something very important for us to reflect on in the coming years. Merci Anil. Avant peut-être de conclure, je voulais vraiment que vous joigniez à moi pour applaudir et remercier le président. Parce qu'effectivement, sur ces 10 dernières années, ils ont permis donc, à cette institution donc, de continuer sa mission
dans des moments difficiles, dans des moments plus faciles, mais tout ça n'est au fait possible que parce qu'il y a un leadership qui est fort, qui est uni et qui est dans le dialogue. Donc on va, en tout cas au niveau du Council et pour les prochaines années du Business Mauritius, Kevin, essayer donc de prendre tous ces avis et évidemment d'essayer de faire encore mieux dans un environnement qui est effectivement challenging, en espérant, Anil, que tu n'es pas, comme on dit à Maurice, la bouche carrée. Bon. Donc voilà, merci à tous. Et non, je te repasse la parole. Merci. Messieurs, je vais vous demander de patienter encore un moment sur scène, car nous avons un petit cadeau à vous remettre à tous. Si on peut faire un peu de place sur la scène. Merci. Je vais inviter sur scène Madame Fana, un monument de Business Mauritius, et Monsieur Arnaud Largès, si vous voulez bien, petite marque, pour remettre quelques petits souvenirs. Alors d'abord, pour Monsieur Arnaud Dallet, président de Business Mauritius de 2015 à 2017. Cédric de Spéville, président de Business Mauritius de 2017 à 2019. Monsieur Vidya Mounigan, président de Business Mauritius de 2019 à 2021. Jean-Pierre Dallet, président de 2021 à 2023. Et Monsieur Anil Karimji, président actuel de Business Mauritius. Un petit mot sur les cadeaux présentés au président. Le chili et les coffrets ont tous les deux été fabriqués par des entrepreneurs mauriciens sous le label Made in Maurice. Si vous voulez en savoir plus, vous me demanderez. Merci beaucoup, messieurs. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci d'avoir été là. Oui, excusez-moi. Merci. Les aléas du direct. Merci beaucoup. Si vous pouvez juste vous mettre debout pour une dernière photo de groupe. Avec vos cartes dans la main. Si vous souhaitez. On va suivre l'instruction du photographe. Merci, merci à vous. Et maintenant, avant de clôturer cette première partie de notre AGM, j'ai le plaisir d'inviter mon CEO, M. Kevin Ramkelawan, à nous partager quelques mots. Merci beaucoup. Voilà, merci à tout le monde. C'est un moment très émouvant, Monsieur le Président et Past President. Enfin, je crois une fois qu'on est président, on reste président à vie. Donc je continuerai à vous appeler Messieurs les Présidents. Et vu qu'il y a, je crois qu'en termes de temps, on est un petit peu short, vous me permettrez de passer par le All Protocols Observed.
mais vraiment avec beaucoup d'humilité, de gratitude pour tous et toutes celles d'entre vous qui êtes là aujourd'hui. It's really a privilege to be doing the closing speech of this plenary session of the AGM. It's very special, it's 10 years. I saw Arnaud, Mr. Arnaud Daly first, and I remember the time I was interviewed by him, so in fact, he was the one who interviewed me, and I can't believe it's been 7-8 years already, so quite incredible. Thank you to Anil, who has been here working with us on those 10 years, and of course through this privileged panel, this esteemed panel. You know, we have seen through all of you, presidents, the challenges, but at the same time the success that we have had as a team to move step by step forward for this country. Really, it's been quite incredible in terms of how we've been together as a team dealing with national issues and finding the best route to deal with them. I think there's also been the video, it's been a comprehensive video on the different projects that we do. So with the presidents, we do a lot in terms of dealing on the national interest and working on the burning issues. Then we have presidents of commissions with which we do structured projects. We have a long-term view and we're able to do quite extraordinary things. Our three presidents of commissions are here. Guillaume Daly for the economic affairs, Madeleine Sinclair for the social capital, and Philippe Sfeno, and of course for sustainable inclusive growth. Many projects. I would actually invite some of the members who maybe are here today and are not part of those yet to do the QR code thing and register, whether it is for what we're doing today on different projects, GBV, on Business Link, and Signature, among others. But that is the easy one, the structured, well, easy, that is the structured discussions that we have within the business community. But when Raj was here, of course, and always with all of us, when Raj actually passed on before book, passed his knowledge and with such grace and with such commitment to the cause and to Business Mauritius, passed on his knowledge to me. You know, he two things which are retained amongst many, many other things, but two things which really have been guiding principles for me. First one is we're in the long run. We're in the long game, we're in the patient game. Every single step has to go towards the win, and at the end of the day, we will get there. And it's part of the journey, and that has been a phenomenal piece of knowledge, because without that, Raj, I think we will all go mad in this person. So thank you very much for that. And there's a second piece of wisdom which Raj also shared, which is incredibly important, is that we as Business Mauritius, and as the Business Mauritius team, all of us here, Pradeep, and all the other heads of the different clusters, we are honest brokers. We are not working in the interest of someone or group. We are working for the national interest, bridging this dialogue, being a bridge between the business community and government. And the fact that we can stand and say we're doing it for the national interest, we're doing it sincerely for the prosperity of all, is an incredible asset. And I think this is probably the reason why all of us wake up in the morning and come to work at Business Mauritius with joy and with a mission, because we are honest brokers. Now, things have changed enormously. I mean, the challenges, Anil was talking about the challenging times ahead, but something that is also very important is we've been working on 3 commissions because they've regrouped what we've been working on as a country for so long. Climate is becoming such a big part of our discussions as the business community. It is, in fact, what we call with Philippe la lame du fond. It is something that if we do not address, we have no future. So we have science, we've got a coastal erosion problem, and there's a whole gamut of work we're doing on that. I won't go into details, but please, those of the members that are not with us on this, come and join us and learn about what we're doing and what more we can do. So there are those lames du fond, which is already there. Then there's the second major game changer, is the role of AI.
Now, AI, so far at Business Mauritius, we've been looking at it as an economic sector, with, of course, part of it being challenges also. But AI is such a game changer that it now goes beyond economic affairs. AI probably will have to have its own commission, because AI will change everything in the way we do business and in the way we are and we work. In fact, with AI, you can have, apparently, you can have a one-man unicorn in the future. It is transformative. So at Business Mauritius, as we look forward, and under Council's guidance, of course, probably AI, new tech, needs to have a very, very key role, together with climate, obviously, with all the other things we do. But where I go back to what Anil was saying, is that apart from what is happening locally, the world itself is changing, times are changing. I was really lucky last week, in fact, we were invited to meet and discuss with the current chair of constitutional law at the LSC, Professor Kaitan, who was in Mauritius last week. And his discourse actually resonated very much with us. He was actually talking about how the concept of democracy is being challenged in the old world. Not in the new world, not in new democracies, but what we believe are democracies and how fast that has happened. His view, I mean, coming from the legal profession, his view that courts are a catalyst to be able to look at that, to have a look at that. For him, courts should be able to review political programs against established benchmarks and direct them. Well, in our discussion, we both realized that this was perhaps an ambition, and of course, as all of us, we all have to work step by step towards the goal. But the key point was that in his world, in his part of the world, as the sitting chair, the current chair of constitutional law in the middle of the of the old world, he's seeing that new things need to happen so that we're able to have a common collaborative approach. Then, last week also, but thanks to Philippe, who explained well, who actually shared a presentation of a conference where some of Business Mauritius members were present in France, the big conference by BPI France. There was this incredible speech by the Directeur Général, and I'll switch to French because peut-être c'est beaucoup plus simple. Le Directeur Général de BPI France, Monsieur Nicolas Dufault, qui parle de la vérité comme le point principal de sa conférence sur l'innovation. Et quand il parle de la vérité, il parle de deux choses extraordinaires. Il parle aujourd'hui de l'ingérence des puissances outre-mer venant de la France et du monde français. Il parle de l'ingérence des puissances outre-mer, d'un côté outre-mer et pour lui de l'autre de l'Est, dans les affaires françaises. Et il parle à ce moment-là du fait que, avant, comme entreprise française, on se faisait flasher quand on commettait, flasher en véhicule, disons, quand on commettait des énormités. Qu'aujourd'hui, on est sanctionné quand on teste les énormités. Il parle aussi des ingérences robotiques qui arrivent et qui changent tout, parce que la robotique et l'ingérence robotique, notamment avec les bots, peuvent changer cette opinion, cette fameuse opinion grâce au public, dont certaines personnes en parlent. Et ce qu'il nous dit à ce moment-là, et moi pourquoi je le ramène aujourd'hui, c'est qu'il parle de l'entrepreneur qui a un rapport à la vérité qui est sain. Parce que pour l'entrepreneur, la vérité c'est dans ses résultats. S'il fait des pertes, il meurt. S'il est dans de l'idénie, il meurt. Donc avoir cette vérité de l'entrepreneur qui regarde l'avenir, c'est s'assurer d'avoir les pieds sur terre, s'assurer d'être stable. Donc cette vérité, elle est construite comme un collectif humain. Elle est construite par la Constitution, pour Kaitan, elle est construite par nos lois, elle est construite par la science, et tout cela, ça crée la perception de la vérité. Aussi loin on est arrivé aujourd'hui, cette vérité, c'est on est arrivé à l'absolu de la liberté individuelle, qui fait que certaines personnes, de plus en plus beaucoup de personnes, pensent que ma vérité, c'est la vérité. Tout cela, ça vient de M. Dufault, mais c'est tellement révélateur que je voulais partager ça avec vous. Et quand on pense que ma vérité, c'est la vérité, c'est très très facile de se dire que tout le
n'est pas un forum de discussion, c'est un forum où tout le monde parle la vérité et dit ce qu'ils veulent. Et avec cette idée de non-dialogue des réseaux sociaux, M. Dufault, donc une ouverture d'esprit et peut-être un franc-parler que nous devons apprendre plus aussi à Maurice, il parle des vrais gens. Et les vrais gens sont ceux qui sont sur les réseaux sociaux, c'est des gens qui sont purs, qui sont intouchés. Et dans ce monde de vrais gens, il y a toujours des avant-gardes. Ces avant-gardes, finalement, sont impliqués dans les institutions, il y a un ruissellement, et dans ce ruissellement, il y a l'idée de prendre sa revanche, il y a l'idée de prouve-moi que j'ai tort. Mais ce prouve-moi que j'ai tort n'est pas une conversation, c'est un challenge. Il y a très peu de temps pour prouver. Et dans ce monde-là, dans cette direction de façon à Maurice, on n'est pas là. Et quand Vilia nous dit aller de l'avant, penser avant, je pense que c'est vraiment des réflexions que nous pouvons avoir pour que Maurice ne passe pas dans une telle friction de prouve-moi que j'ai tort, prouve-moi que ta vérité et ma vérité ne sont pas contraires. Quand je pense à ça et quand je pense à ce que M. Dufault est en disait, quand je pense à ce que M. Caïtan disait, je trouve que tout comme pour C. Caïtan qui parle de la justice étant un vecteur, moi je vois le rôle des entrepreneurs comme ce vecteur. Je vois que la vérité de nos résultats est là. Il nous permet d'avoir une voie directe, une vérité directe. Je pense que cette continuité qu'on a connue de 2024 à 2025, cette continuité dans la permanence de l'État, quelque part, nous, comme entrepreneurs, moi, comme travaillant pour vous, entrepreneurs, c'est quelque chose que nous devons vraiment prendre comme une phare, prendre comme un point qui nous aide à aller de l'avant. Et quand nous le faisons, l'idée de pouvoir, comme entrepreneur, prendre la vie des résultats, prendre la continuité des choses établies, quelque part, pour nous, c'est s'assurer que nous préservons ces colonnes du temps, ces colonnes de bonne gouvernance, ces colonnes de vérité. Et pour cela, aujourd'hui, ce travail, cette collaboration publique-privée, je crois que même avec les différents challenges, elle est là parce qu'on a la chance de pouvoir parler à différents niveaux, du privé au public, la communauté des affaires, aux agents du gouvernement. On a heureusement toujours beaucoup de liens de communication. Le futur, ce futur que nous devons préempter, et donc pour pouvoir provoquer quelque chose qui soit sain, qui soit propre, demandera qu'il y ait beaucoup plus de travail, d'abord avec les universitaires, du travail avec la société civile. On a commencé, il y a énormément de travail au niveau grassroots. Mais je te vois là-bas et je sais que tu comprends le français, donc j'espère que tu suis ce que je suis en train de dire. Ce travail aussi avec les institutions privées, bien sûr, on a une part de members, on travaille bien avec, mais les institutions publiques, un travail en continu. Et pas ceux avec lesquels nous sommes juste habitués à travailler, les nouveaux, les autres. Donc il y a un travail fondamental que je trouve que Business Mauritius peut faire. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que c'est ce qui est sûr pour moi, une certitude, c'est que si nous nous y attelons, si nous prenons ce rôle fondamental avec tout le sérieux que nous le prenons, nous trouverons ensemble des solutions aux grands problèmes de notre société d'aujourd'hui. Et cela, ça a été prouvé dans le passé, et je pense que c'est clair que nous avons, avec l'intelligence collective de la communauté des affaires, des grandes solutions à nos grands problèmes. Donc, peut-être en allant de l'avant, après les 10 ans, ces prochaines 10 ans, des nouveaux sujets, des nouveaux enjeux pour Business Mauritius autour de cela. Et tout cela n'est possible que grâce à votre confiance, à votre soutien, membre de Business Mauritius, et surtout à tous les présidents, passés, présents, futurs, parce que c'est finalement grâce aux présidents que nous avons ce guide, nous avons ces phares qui nous permettent d'aller de l'avant ensemble pour cette cause d'intérêt national et de prospérité nationale. Je pense qu'il y a beaucoup à dire, je ne prendrai pas beaucoup plus de votre temps. Je finirai par un mot qui peut-être allait être obvious, être évident, mais quand même mérite d'être dit, parce que pour moi, je le dis après 7 ans à la tête de Business Mauritius, que si Business Mauritius n'existait pas, il faudrait l'inventer. Donc pour ça, merci beaucoup à Arnaud Dallet.
Et avec cela, je vous dis un grand merci et je vous souhaite une très bonne journée.